Je m'appelle Marguerite Solange Vernet. J'ai 103 ans. Et la chose dont tout le monde était le plus fier chez moi, c'était que j'allais toujours bien. Pas que j'avais survécu à une guerre. Pas que j'avais enterré des gens que j'aimais. Pas que j'avais continué à me lever chaque matin alors que chaque matin m'en demandait un peu plus que le précédent. Non. La fierté, c'était ça. Que j'allais bien. Que je tenais. Que l'on pouvait compter sur moi pour ne pas m'effondrer. Vous attendiez peut-être un secret, une herbe cueillie à l'aube, une discipline de vie, une leçon transmise avec le sourire de celle qui a tout compris. Ce que j'ai à vous donner, c'est différent. C'est la connaissance précise et silencieuse du poids qu'un être humain peut porter sans que personne autour de lui ne le voie plier. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas la version que les gens espèrent quand ils s'assoient en face d'une femme de 103 ans. Ce n'est pas l'histoire d'une vie bien remplie, d'une sagesse chèrement acquise, d'une lumière au bout du chemin. C'est l'histoire d'une femme forte. La seule histoire que l'on n'entend jamais sur les femmes fortes, celle du dedans. Celle que je n'ai jamais racontée à personne, parce que personne ne me l'a jamais vraiment demandée. Jusqu'à ce soir. Alors je vais vous la dire une fois, complètement, et sans m'arranger. Je suis née en 1923 dans une maison de pierre grise, à la lisière d'un bourg d'Auvergne, dont le nom ne dirait rien à personne qui ne l'aurait pas vécu. Les hivers y avaient une texture particulière, un froid qui ne venait pas du dehors, mais des murs eux-mêmes, de la pierre qui gardait le gel comme un secret. Le matin, avant même que la lumière ne touche le sol, on entendait ma mère devant le fourneau. Pas de parole, juste le bruit du fer sur la fonte, la respiration courte du feu qui reprend, l'odeur du bois humide qui résiste avant de céder. C'était une maison sans superflu, comme on dit. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que l'essentiel y était. La chaleur d'un repas partagé en silence, des mains qui travaillaient côte à côte sans avoir besoin de se toucher pour se comprendre. Je n'ai su que c'était de l'amour que longtemps après l'avoir perdu. Mon père était taiseux de cette façon que les hommes de sa génération considéraient comme une vertu. Il ne se plaignait pas, il ne pleurait pas. Quand son frère est mort, en 1931, j'avais 8 ans, il est rentré du cimetière, a accroché son manteau et s'est remis à réparer la clôture du jardin. Je l'ai regardé par la fenêtre. J'ai appris quelque chose ce jour-là sans avoir de mots pour le nommer. Ma mère, elle, était différente. C'était la seule personne de ma vie qui me regardait vraiment, qui posait sa main sur mon front, non pas pour vérifier la fièvre, mais pour vérifier autre chose, quelque chose de plus difficile à mesurer. Elle me demandait comment j'allais comme si la réponse importait. Nous avions peu, mais j'avais ça, et je ne savais pas encore à quel point c'était rare. C'est à 12 ou 13 ans, je crois, que quelque chose s'est installé en moi sans que je l'aie choisi. Ma cousine Hélène pleurait facilement, pour les petites choses autant que pour les grandes, et les gens autour d'elle s'empressaient, consolaient, portaient attention. Moi, je ne pleurais pas par fierté. Je ne savais pas encore que c'était une distinction possible. Je ne pleurais pas parce que quelque chose en moi avait compris, confusément, que mon rôle n'était pas celui-là, que si je m'effondrais, il n'y aurait personne pour ramasser les morceaux. Cette idée-là ne m'a jamais vraiment quittée. Elle est devenue ma colonne vertébrale avant même que j'aie fini de grandir. Et comme toutes les choses qui nous tiennent debout trop tôt, elle a fini par être impossible à distinguer de moi-même. J'avais 19 ans quand Marcel est parti. Ce n'était pas la guerre comme on l'imagine, pas les adieux héroïques sur un quai de gare, pas les larmes acceptées parce qu'elles étaient justifiées par quelque chose de grand. C'était une convocation. Le service du travail obligatoire, un papier officiel, une date, une destination en Allemagne, dont le nom ne voulait rien dire pour moi. Le matin où il est parti, je l'ai regardé descendre le chemin avec sa valise. J'ai levé la main, lui aussi, et c'est tout. Ce soir-là, j'ai pleuré dans la grange, seule, dans le froid, avec l'odeur du foin et le bruit des bêtes qui ne savaient pas ce que je portais. J'ai pleuré comme on ne pleure qu'une fois dans sa vie, avec tout le corps, sans retenue, sans témoin. Et le lendemain matin, je me suis levée, j'ai mis de l'eau à chauffer, j'ai coupé le pain. Personne ne m'a demandé comment j'allais, peut-être parce qu'il n'y avait rien à demander. Tout le monde perdait quelqu'un. Peut-être parce que j'avais l'air d'aller, et j'avais l'air d'aller parce que j'avais remis mon visage en place avant de sortir de cette grange. Ce visage-là, je l'ai gardé pendant 84 ans. Je ne savais pas encore que je venais de le fabriquer. Les années d'occupation avaient cette particularité de rendre le silence obligatoire, non pas par lâcheté, mais par nécessité collective. On n'avait pas le droit de s'effondrer parce que tout le monde était déjà au bord.
La souffrance individuelle devenait presque une indécence dans un pays entier qui souffrait. J'ai compris ça au fil des mois, dans les regards détournés, dans les conversations qui glissaient sur le deuil comme sur une surface qu'on n'avait pas le temps de traverser. On tenait. On continuait. On mettait la soupe à chauffer et on ne parlait pas trop fort de ce qu'on avait perdu, de peur que les murs entendent. Marcel ne revint jamais. Je l'appris de la façon dont on apprenait les choses dans ces années-là, par un silence qui durait trop longtemps, par une absence qui finissait par ne plus être une attente. Je n'eus pas de tombe à aller voir, pas de date précise, pas de lieu, juste l'espace qu'il avait occupé dans ma vie, devenu vide d'une manière que rien ne vint jamais remplir tout à fait. À 26 ans, j'ai eu un fils. Il s'appelait Paul. Il a vécu 4 jours, suffisamment longtemps pour que je connaisse le son de sa respiration, la façon dont ses doigts se refermaient sur mon doigt à moi, la chaleur précise de son poids dans le creux de mon bras. À l'enterrement, un tout petit cercueil, du bois clair, sous un ciel de novembre qui n'avait pas daigné faire le moindre effort. Ma belle-mère s'est penchée vers moi et elle m'a dit « Sois forte pour ton mari ». Je l'ai regardé. J'ai hoché la tête. J'ai regardé mon mari, Émile, qui pleurait sans se cacher, et j'ai posé ma main sur son épaule pendant qu'il s'appuyait contre moi. C'était moi qui tenais. Ce n'était pas une décision. C'était simplement ce qui se produisit, comme une loi naturelle que personne n'avait votée. À l'intérieur, et je ne l'ai jamais dit à personne, pas une seule fois en 77 ans, j'avais l'impression qu'on m'avait arraché quelque chose de central, quelque chose sans quoi on n'est pas censé fonctionner. Mais je fonctionnais. Tout le monde pouvait le voir. Alors, ils le crurent. Le retour à la maison ce soir-là fut silencieux d'une manière différente de tous les silences que j'avais connus. Ce n'était plus le silence de la pauvreté tranquille ou de la guerre contenue. C'était le silence de quelque chose qui s'était cristallisé en moi sans que j'aie pu l'en empêcher. Quelque chose s'était mis en place, définitivement, sans bruit, sans cérémonie. J'avais été la plus forte dans la grange, la plus forte pendant l'occupation, la plus forte au bord de la tombe de mon fils. Pas parce que j'étais courageuse, parce que les gens autour de moi avaient besoin que je le sois, et que ce besoin-là est devenu mon identité avant même que j'aie songé à en discuter. On ne vint pas me consoler ce soir-là. On savait que j'allais bien. On en était certain, comme on est certain d'une chose qu'on a décidée d'avance. Et c'est là, dans cette cuisine froide de novembre, en lavant les tasses des gens qui étaient venus offrir leurs condoléances, que j'ai compris pour la première fois quelque chose que je ne saurais formuler qu'une vie entière plus tard. Être la femme forte, c'est être celle qu'on oublie de consoler. Les années qui suivirent la mort de Paul furent ce qu'on appelle, faute de mieux, des années normales. Émile et moi avons continué. C'est le mot exact. Continuer. Comme on continue une phrase dont on a perdu le sens mais dont on connaît encore la grammaire. Nous avons eu une fille, Élise, en 1953. Je l'ai regardée naître avec une attention féroce, terrifiée en silence qu'il arrive quelque chose, et quand elle a crié, ce premier cri, gras et vivant, j'ai fermé les yeux une seconde et je n'ai rien dit, pas de larmes. Les gens autour de moi ont pensé que j'étais sereine. J'étais simplement quelqu'un qui avait appris à ne pas laisser le bonheur prendre trop de place non plus, de peur de ce qu'il coûterait en partant. La maison s'est remplie d'une vie plus bruyante, plus colorée. Il y avait des repas avec des voix, des soirs avec de la lumière. Et ma mère venait les dimanches, c'était elle qui posait la main sur mon bras, qui regardait mes yeux plutôt que mon sourire. Ces dimanches-là étaient la seule heure de la semaine où j'aurais pu, si j'avais su comment, dire la vérité. Je ne savais pas encore que ces heures étaient comptées. Ma mère est tombée malade en 1961. 3 ans. Je l'ai soignée sans jamais en parler comme d'un fardeau, parce que ce n'en était pas un. C'était ma mère. C'était la seule chose qui allait de soi dans ma vie. Je lui rendais visite chaque jour, je préparais ses repas, je changeais ses draps, je restais assise à côté d'elle dans les moments où elle ne pouvait plus parler et où mes mains sur les siennes devaient suffire à dire ce que nous n'avions jamais eu besoin de formuler à voix haute. Ce qui est étrange avec les longues maladies, c'est qu'on fait son deuil par couches, progressivement, de sorte qu'au moment où vient la fin, on a déjà perdu la personne plusieurs fois. Quand elle est morte en 1964, je n'ai pas pleuré à l'enterrement. Ce que j'ai perdu ce jour-là, c'est la seule personne qui me demandait comment j'allais en attendant la réponse. Après les funérailles, une voisine s'est penchée vers moi et m'a dit
avec une certaine admiration dans la voix, « Vous avez tenu avec beaucoup de dignité. » Je lui ai souri, et dans le trajet du retour, debout dans le vent froid de novembre sur le chemin que j'avais fait 1000 fois avec ma mère, j'ai compris quelque chose que je n'ai jamais pu désapprendre. La dignité, dans la bouche des autres, c'est le nom qu'on donne à la douleur qu'on ne les oblige pas à regarder. La décennie qui suivit fut peut-être la plus silencieuse de toutes, non pas vide, mais comprimée, comme une maison dont on a fermé les volets de l'intérieur. Élise grandissait, quittait la maison, construisait sa vie. Émile était là, présent de corps, absent de quelque façon que je n'aurais pas su nommer à l'époque. Il y avait des dîners, des vacances, des conversations qui portaient sur des choses, les tomates du jardin, les nouvelles du bourg, le prix de ceci ou de cela. Je tenais la maison, je cuisinais, je gardais tout en ordre. C'était l'époque des 30 glorieuses, le pays voulait avancer, reconstruire, ne plus regarder en arrière, et cette injonction collective à l'optimisme correspondait parfaitement à ce que j'avais toujours fait à l'échelle d'une seule vie. On ne parlait pas du passé, on ne parlait pas de ce qu'on avait perdu, on travaillait, on souriait, on disait que ça allait parce que tout le monde disait que ça allait et que douter en public était presque une impolitesse. Je me suis fondue dans cette époque comme si elle avait été faite pour moi, ou peut-être que c'était moi qui avais été faite pour elle, formée dès l'enfance à exactement ce type de silence productif et souriant. En 1981, Émile m'a dit qu'il partait. Il y avait une femme plus jeune. Il l'avait regardée, elle l'avait regardé. Et voilà, comme si la vie était aussi simple que ça, comme si 50 ans de maison commune pouvaient tenir dans ce voilà. Ce qu'il m'a dit en partant, je ne l'ai jamais répété à personne. Il m'a dit qu'il était sûr que je saurais très bien me débrouiller, que j'avais toujours su. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas contesté. J'avais 58 ans, et je ne savais littéralement pas ce que ça ferait de ne pas se débrouiller. Je n'avais jamais eu la permission de l'essayer. Ce qu'Émile avait pris pour une force était une cage dont il avait lui-même verrouillé la porte sans jamais voir les barreaux. Je ne lui en ai pas voulu. C'est ça, peut-être, le plus difficile à expliquer. Je ne lui en ai pas voulu parce que je comprenais. Tout le monde croyait ce que je montrais. C'était moi qui l'avais fabriqué. Je suis restée seule dans cette maison. J'ai réorganisé les armoires, j'ai changé la disposition du salon, j'ai appris à ne faire la soupe que pour une personne. Personne ne vint s'asseoir avec moi pour demander ce que je portais. On savait que j'allais bien, on en était certain, et j'allais bien, comme toujours, c'est-à-dire, pas du tout, mais d'une façon que personne ne pouvait voir. Ma fille Élise est morte en 1997. Elle avait 48 ans, le cancer, ce mot qu'on dit à voix basse au début, comme si le baisser suffisait à en diminuer la réalité. J'avais 74 ans, et c'est moi qui ai annoncé la nouvelle à ses enfants. Je me souviens de leurs visages, les trois, assis face à moi dans cette lumière de soir d'automne, et quelque chose en moi savait que ce que je voyais dans leurs yeux, c'était ce que personne n'avait jamais vu dans les miens. Ils pleuraient, sans retenue, avec tout leur corps, comme j'avais pleuré une seule fois dans une grange à 19 ans. Je leur ai tenu la main, je les ai laissés prendre appui sur moi. C'était ce que je savais faire, être le sol sous les pieds des autres quand le leur se dérobait. Ce soir-là, en rentrant, j'ai marché lentement dans la rue froide et j'ai pensé à Paul, à ma mère, à Marcel dont je n'avais jamais retrouvé la tombe, à Émile qui vivait maintenant ailleurs avec quelqu'un qui, peut-être, pleurait devant lui. J'ai pensé à tous ces poids que j'avais portés debout, sans jamais poser le fardeau, sans jamais demander qu'on m'aide à le tenir. Et j'ai compris ce soir-là, pas comme une découverte soudaine, mais comme une vérité qui finit par trouver ses mots, après avoir cherché pendant une vie entière. Le temps ne guérit pas. Il t'apprend simplement à fonctionner sous le poids. L'effondrement ne ressemble à rien de reconnaissable. C'est ça, la chose que personne ne vous dit. On s'attend à une rupture, à un moment où quelque chose craque avec bruit, à une date qu'on pourrait encercler sur un calendrier. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé comme une eau qui baisse sans qu'on la voie baisser, par millimètres, sur des semaines. Mon petit-fils avait ses raisons. Je ne les ai jamais demandées. Il appelait moins, puis il appelait les dimanches, puis un dimanche, il n'appela pas. Et puis, c'était décembre. Et je m'aperçus que cela faisait 11 jours que je n'avais pas entendu une voix humaine m'adresser directement la parole. 11 jours. Je l'avais compté sans le compter. De la façon dont on compte le temps qui passe dans une maison silencieuse, par la lumière à la fenêtre, par le café que j'avais arrêté de faire l'après-midi,
sans décision consciente, sans que je m'en rende vraiment compte. Simplement un jour, il n'y avait plus de raison suffisante pour remplir la casserole. Je mangeais des biscuits debout, au-dessus de l'évier, sans assiette, parce que sortir une assiette pour une personne seule demandait un effort dont je n'arrivais plus à voir l'utilité. Ce n'était pas de la tristesse comme on l'entend. C'était quelque chose de plus plat, de plus froid, comme si l'intérieur s'était recouvert d'une couche de quelque chose que rien ne traversait plus. Quand l'infirmière venait le matin, je souriais avant même qu'elle ait dit bonjour, par réflexe, avant d'avoir enregistré qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. Je répondais « ça va bien » avant qu'elle ait fini la question. 70 ans de pratique. Ça s'était logé quelque part dans le corps, dans les muscles du visage, dans la mécanique de la gorge. Je n'avais même plus à y penser. Un matin de ce même décembre, une infirmière que je n'avais vue que 2 ou 3 fois s'est assise à côté de moi. Pas debout comme d'habitude, assise, comme si elle avait du temps, comme si je valais qu'on en prenne. Elle s'appelait Lucie. Elle avait 25 ans, des mains froides et un regard qui ne regardait pas à côté. Elle a posé sa question. Non, vraiment, comment vous allez? Avec une douceur différente de la politesse ordinaire. Une douceur qui ne demandait pas une réponse convenable, mais une réponse vraie. J'ai ouvert la bouche. Le mot « bien » était là, exactement là où il avait toujours été, prêt, huilé, disponible depuis 70 ans. Et puis quelque chose de très étrange s'est produit. 8 secondes. Peut-être 10. Je n'ai pas dit « bien ». Je n'ai pas dit autre chose non plus. Je suis simplement restée là, la bouche entr'ouverte, dans un silence qui n'était pas un oubli, c'était une impossibilité. Comme si le mot avait existé pendant tout ce temps uniquement parce que personne ne l'avait vraiment examiné, et que sous le regard de cette fille de 25 ans qui attendait pour de vrai, il s'était dissous. Je n'avais pas bien depuis longtemps, pas depuis 1997, peut-être, pas depuis 1964, peut-être depuis cette grange, en 1942, depuis ce matin où j'avais remis mon visage en place avant de sortir et où personne n'avait vu ce que j'avais laissé dedans. Je ne l'avais jamais dit parce que je ne m'étais jamais permis de le formuler même à moi-même, pas en mots, pas clairement, pas comme une phrase complète avec un sujet et un verbe. Et là, dans ce silence de 10 secondes, quelque chose d'aussi simple et d'aussi dévastateur que ça venait de se produire, pour la première fois en 103 ans de vie, je ne savais pas comment dire que j'allais bien. Ce n'était pas une révélation. Ce n'était pas une libération. C'était juste une vérité qui avait enfin trouvé l'espace exact pour tenir debout. Je ne suis pas bien. 4 mots. Je ne les ai pas dits à voix haute ce matin-là, mais je les ai pensés, complètement, sans les retirer. Et c'est ce silence-là, ce silence qui ne protégeait plus personne, qui commença, très lentement, à faire quelque chose que rien n'avait jamais fait avant lui. La reconstruction ne ressemble à rien d'héroïque. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui se relève. C'est l'histoire de quelqu'un qui n'est jamais vraiment tombé et qui doit apprendre, à 92 ans, ce que ça veut dire de poser le poids pour la première fois. Lucie n'est pas revenue me sauver. Elle a continué ses tournées, ses autres patients, ses journées à elle. Ce qu'elle m'avait laissé, c'était ce silence de 10 secondes. Pas une solution, pas une réponse, juste un espace où le mensonge habituel n'avait pas tenu. Et dans cet espace-là, quelque chose de très petit avait commencé à bouger. Je n'avais pas de nom pour ça, je n'en cherchais pas. Je me suis levée le lendemain matin et j'ai fait ce que je savais faire. Exactement ce que je savais faire, mais pour une raison différente. J'ai fait mon lit, avec les coins bien tirés, comme ma mère me l'avait appris dans cette maison de pierre grise, en 1931, quand ses mains guidaient les miennes sur le tissu blanc sans dire un mot. J'ai arrosé le géranium sur le rebord de la fenêtre. J'ai pris un cahier, un vieux cahier d'école qui traînait dans le tiroir du bas depuis des années, et j'ai écrit une phrase, une seule. Aujourd'hui, j'ai vu le soleil. Ce n'était pas de la poésie, c'était un constat. Une preuve que quelque chose existait au-dehors de moi et que j'avais eu la présence d'esprit de le remarquer. Personne n'a lu cette phrase. Personne ne l'a vue. Ce n'était pas pour eux. J'ai marché jusqu'au bout du couloir. Je suis revenue. J'ai recommencé. J'ai repris mon café. Assis, à la table, avec une tasse, pas debout au-dessus de l'évier comme quelqu'un qui ne mérite pas qu'on lui prépare quoi que ce soit. Ce que je veux que vous compreniez sur ces gestes-là, c'est qu'ils ne signifiaient rien d'extraordinaire. Personne n'est entré dans cette pièce pour applaudir. Le monde a continué exactement comme avant, indifférent et ordinaire. Ce qui avait changé, ce n'était pas les circonstances, c'était quelque chose d'infiniment plus petit.
J'avais recommencé à faire des choses, non pas parce que quelqu'un avait besoin que je les fasse, mais parce que moi, j'en avais besoin. C'est la différence entre une femme qui fait son lit pour que la maison ait l'air d'être habitée et une femme qui fait son lit parce qu'elle a décidé que cette journée mérite qu'on lui prépare un espace digne. C'est comme ça que j'ai appris, à 92 ans, ce que la survie ressemble vraiment de l'intérieur. Survivre ne ressemble pas à de la bravoure. Ça ressemble à faire son lit quand on n'a aucune raison de se lever. Les années après 92 ont eu cette qualité particulière, le corps qui ralentit pendant que quelque chose à l'intérieur, paradoxalement, s'éclaircit. Il y avait simplement moins d'énergie pour l'écart entre ce que je montrais et ce que j'étais, et dans cet espace rétréci, quelque chose de presque paisible avait commencé à loger. Tous ceux qui avaient connu la fille de la maison de pierre grise, tous ceux qui se souvenaient du son de mes pas sur le chemin en 1938, ils étaient tous partis avant moi. Je pouvais raconter Marcel, les mots existaient. Ce que je ne pouvais pas transmettre, c'est l'odeur du foin dans cette grange en 1942, ce que ça faisait dans le corps d'avoir 19 ans, et de comprendre pour la première fois que le monde ne s'arrêtait pas pour votre douleur. Ces choses-là vivaient uniquement en moi, et elles mouraient avec moi. L'identité, à 100 ans, devient une chose flottante, déliée de ses amarres habituelles. Toutes ces définitions, la fille, la fiancée, la femme, la mère, étaient parties l'une après l'autre. Ce que les décennies de perte m'avaient pris, la vieillesse, étrangement, me le rendait sous une forme qui m'appartenait enfin sans condition. Et pourtant, au milieu de ces présences bien intentionnées, il y avait quelque chose que j'ai mis une vie entière à nommer. La solitude la plus profonde n'est pas d'être seul, c'est d'être entouré de gens convaincus que tu n'en as pas besoin. Vous n'écoutez pas comme quelqu'un qui découvre une histoire étrangère. Vous écoutez comme quelqu'un qui reconnaît quelque chose. Alors permettez-moi de vous parler directement. À vous qui avez appris que votre rôle était de tenir, que demander de l'aide était une charge que vous ne vouliez pas imposer. On ne vous a pas oublié de consoler parce que vous n'en aviez pas besoin. On vous a oublié parce que vous étiez trop bon à faire semblant. Vous n'avez pas à aller bien tout le temps. La douleur que vous portez en silence, elle est réelle. Elle compte. Ce n'est pas de la faiblesse que d'avoir besoin de quelqu'un, c'est d'être vivant. Il n'est pas trop tard. Il ne l'était pas à 92 ans pour moi. Il ne l'est pas pour vous maintenant. Je m'appelle Marguerite Solange Vernet. J'ai 103 ans. Ce que j'ai fait pendant 103 ans, ce n'est pas survivre avec de la grâce ou une leçon au bout du chemin. Je me suis levée. Chaque matin, je me suis levée. Pas parce que c'était courageux, parce que c'était la seule chose que je savais encore faire. Et qu'un matin, après 92 ans, j'ai compris que me lever pour moi-même comptait autant que me lever pour les autres. Je m'appelle Marguerite Solange Vernet, j'ai 103 ans, et je me suis levée.